Il est deux choses sur terre qui font que la terre est terre et le restera toujours. C'est le vin et c'est l'amour. Mais pourquoi faut-il que diable qu'un jour arrive le diable et qu'il arrive toujours entre le vin et l'amour? C'est le vin et c'est le diable. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois à cette quatrième émission dans la série La Route gourmande. Nous sommes toujours au magnifique restaurant Pierra, la rue Notre-Dame à la Paix à la Valtrie, et encore ce soir en compagnie de Jean-Pierre Froment, notre expert en vin. Bonsoir Jean-Pierre. Salut Roger, comment ça va? Et Jean-Marie, notre propriétaire et grand chef. Ça va Jean-Marie? Salut Roger. Salut Jean-Pierre. Salut Jean-Marie. La semaine a été bonne? Très bonne, merci, oui. Jean-Pierre, ce soir, on parle d'une des plus belles régions de France qui est la Bourgogne. Une des plus belles, une des plus complexes, une des plus variées, la Bourgogne. Alors, les 2 prochaines semaines, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, On fait la Bourgogne pendant 2 semaines? Pendant 2 semaines. Alors, cette semaine, on va essayer de faire une partie le plus loin possible. Et puis, la semaine prochaine, on va continuer la Bourgogne jusqu'en Beaujolais. Alors, on a beaucoup de choses à dire. J'imagine que si on en a pour 2 semaines, on va avoir beaucoup de matériel à Beaucoup de choses à dire. communiquer. C'est une région très riche en histoire, riche en vin, avec des vins qui sont vraiment diversifiés, des vins qui sont complètement différents. C'est vraiment une belle région, chaleureuse. Jean-Marie, notre chef, il nous prépare quoi comme repas ce soir? Alors, pour faire suite à Jean-Pierre, c'est aussi une région riche en produits alimentaires. C'est très diversifié là aussi. Quand on part de Dijon, mettons, jusqu'à Lyon, c'est, paraît-il, la région gastronomique de France. Alors, cette semaine, on va faire un lapin à la dijonnaise, sauce moutarde. C'est moutarde de Dijon, hein? On ne peut pas manquer ça. Alors, on va faire un lapin à la dijonnaise. Bon, mais si vous voulez bien, Jean-Marie, on te laisse aller à ta cuisine. Et voilà. Nous, Jean-Pierre, on se retrouve devant notre carte de la France pour commencer à indiquer aux gens où se situe cette belle région de la Bourgogne. Et on va élaborer durant les 30 prochaines minutes. Et vous, les gens à la maison, bien, on vous revoit après la pause. Durant les vacances, les accidents de la route augmentent. Saviez-vous qu'au Québec, toute transfusion sanguine est faite seulement en cas de stricte nécessité? Manquer de sang devient une question de vie ou de mort. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Donnez du sang dès maintenant. Alors, bienvenue parmi nous, Jean-Pierre. On est dans notre décor de la carte de France. À nos 2 premières émissions, c'est-à-dire en partant de Paris, qui est situé tout à fait au nord-centre de la France. Pourrais-tu nous faire parcourir nos 2 régions qu'on a vues? Oui. Alors, la 2e émission, si on se rappelle bien, on a parcouru l'Alsace. La 3e émission, on a développé la Champagne. OK. Et cette semaine, on descend vers le sud en passant par Chablis, qui est inclus dans la région de Bourgogne. Alors, si on parle un petit peu de la Bourgogne, c'est une région qui est très importante parce qu'elle est traversée de plusieurs fleuves. Moi, je remarque ça dans la région. Ici, on voit qu'il y a plusieurs fleuves qui viennent se rattacher à la Bourgogne, sinon très près ou se situent à peu près tous dans le même axe. Tu as raison. Alors, dans le temps des Romains, c'était une région très importante parce qu'il y avait la Saône, où on pouvait faire le transport fluvial vers l'est. On a la Yonne ici qui passe à Chablis, qu'on ne voit pas sur la carte, mais qui est ici. Donc, on va sans doute voir On va voir tantôt sur l'autre carte. On a la Yonne, qui prend naissance pas tellement loin de Dijon, qui pouvait monter vers Paris et aller vers l'Atlantique. Si on descend vers le sud, on a le Rhône, et à l'extrémité de la Saône, on pouvait traverser, et par le Rhin, on pouvait s'en aller en Allemagne. Donc, à partir de la Bourgogne, les océans, la Méditerranée, tout est accessible à partir de la grande région de la Bourgogne. Exactement. Alors, le transport pouvait se faire, le transport des vins, le transport des vives. Enfin, c'était une région, et c'est encore une région très importante. Comme on peut remarquer, c'est la région par laquelle on peut traverser du nord au sud. C'est la région importante. Si on va de Paris-Marseille qui se trouve ici, exactement. On la Bourgogne est en plein centre. Par la Bourgogne. C'est elle qui est la voie de... La voie principale qui traverse la France. Alors, excusez, la région, c'est une région qui est très fragmentée. C'est une région où les vins sont très, très différents. C'est une région où, c'est la région où il y a le plus d'appellations contrôlées.
Elle est divisée en départements, j'imagine aussi? Elle est divisée en 4 départements. Alors, elle est divisée le département de l'Aïonne, où on va parler tantôt, de Chablis. Qui est la rivière qu'on ne voit pas actuellement, là, d'accord? Exactement. Ensuite, il y a la région de la Côte-d'Or. Ensuite, il y a la région de la Saône et de la Loire. Et ensuite de ça, la région de la Ronde qui va englober Beaujolais et Lyon. On n'aura peut-être pas le temps tout dans la première émission, mais il faut rappeler que la Bourgogne... On fait 2 émissions sur la Bourgogne. C'est une région tellement importante en France. Je pense que l'autre région après va être Bordeaux, où on va passer un autre 2 semaines. Un autre 2 semaines en Bordeaux et la semaine après la semaine prochaine, on va parler de la Côte-du-Rhône aussi. Côte-du-Rhône, on devrait faire 2 émissions, qui est une autre région très importante. Si tu nous faisais un bref historique de la Bourgogne. Alors, si on recule en l'an 92, on est loin. On est loin. Il y avait un empereur qui s'appelait Domitien. Et Domitien, pour sauvegarder les vignes en Italie, avait ordonné d'arracher et de couper toutes les vignes qu'il y avait en Bourgogne. Ah bon? Sous prétexte la vigne empêchait la culture du blé. On fait le ménage, puis... Également, oui. Alors, malheureusement ou heureusement, son ordonnance n'a pas été suivie à la lettre et les vignes n'ont pas été complètement arrachées. Ce n'est qu'en l'an 281, il y avait un dénommé Probus, qui était un empereur aussi, qui lui a rétabli ou a cancellé le décret de Domitien et a rétabli la culture de la vigne en France. Parce que j'imagine que venant d'Italie, qui est située ce côté-ci, c'est encore accès par les grands fleuves, par les fleuves que la Bourgogne était... dans les temps circulés, que c'était une des premières régions qui était... Puis la région était bien positionnée, alors il ne fallait pas trop faire concurrence à l'Italie. Alors, si on continue l'historique, si on continue un petit peu plus loin, on s'en va au Moyen Âge. Voilà. Alors, on se rappelle qu'au Moyen Âge, il y avait une structure très, très aristocratique. Les ducs dominaient, le clergé dominait, l'Église dominait. Alors, situation qui a duré assez longtemps. Qui a duré assez longtemps. Ouais. Alors, les ordres religieux, l'Église, c'est eux autres qui détenaient les plus beaux terroirs. Il faut se rappeler aussi que les grands-ducs de Bourgogne étaient aussi puissants que le roi de France. À ce temps-là, oui? Oui. Parce que la Bourgogne, les ducs de Bourgogne, la Bourgogne, elle n'était pas rattachée à la France. Alors, le duc de Bourgogne était un empire qui montait jusqu'en Allemagne. Dans la Renaissance, c'est là que le vin prit vraiment son expansion et que les vignes se développèrent de plus en plus. Il faut se rappeler que Louis XIV, là, les ducs de Bourgogne s'étaient réconciliés avec la France. Puis c'est Louis XIV qui a admis les vins de la Bourgogne à Versailles. Et c'est de là que les vins de Bourgogne, le roi Soleil, c'est de là que les vins ont pris l'ampleur internationale, si on peut dire. Si on continue un petit peu plus loin, on se rappellera de la Révolution française. La fameuse Révolution française. Là où il y a eu beaucoup de grabuge, il y a eu beaucoup de... Est-ce que ça a affecté beaucoup la situation des... Ça a affecté la situation, oui, en ce sens que la Révolution française, alors ils ont supprimé tous les titres de noblesse, ils ont supprimé le clergé. Puis la Bourgogne a été morcelée, a été divisée en plusieurs petites parcelles. Puis c'est à ce moment-là que les vignerons font du vin en grande quantité, mais au détriment de la qualité. À ce moment-là, c'est la quantité devenait plus importante pour eux autres que de conserver la certaine qualité des cépages qu'il y avait. Ouais. Alors, on peut dire que les vins de Bourgogne ont peut-être perdu un petit peu de leur titre de noblesse. On se retrouve un peu plus tard au 19e siècle, où il y a eu une fameuse maladie qui s'appelle la phylloxéra, qui a détruit la plupart des vignes en France. OK? Alors, pour remédier à ça, les Français ont eu recours... Ça, c'était la maladie de la vigne, hein? C'est une maladie qui... c'était les racines de la vigne qui pourrissaient suite à un microbe ou à je ne sais pas trop quoi, là. Et puis, les vignes mouraient. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont importé des plants de vignes américains, puis ils ont greffé les vignes sur les plants de vignes. À cette période-là, aux États-Unis, il y avait déjà... pas mal de vignes qui existaient. C'était des vignes sauvages. Des vignes sauvages. Puis cette fameuse vigne sauvage-là était immunisée contre la fameuse maladie du phylloxéra. Ça fait que, Jean-Pierre, à ce moment-ci de l'émission, on a une petite visite à faire à notre chef. Oui. Ça a déjà une senteur de lapin qui nous monte aux narines. Ça fait que si tu veux, on s'arrête une couple d'instants.
On s'en va faire la visite à notre chef dans la cuisine qui va nous expliquer sa recette. Et on se revoit un peu plus tôt en continuant avec le climat, les cépages et les différents départements. Alors, on va aller voir notre cook. On s'en va en cuisine. Alors, les gens auront sans doute à la maison, Jean-Pierre, reconnu la cuisine de notre chef Jean-Marie. Jean-Marie, cette semaine, c'est, comme on a dit au début, c'est le lapin à la moutarde de la région de Dijon. De Dijon. C'est ça. Si j'aimerais que tu nous montres les différents ingrédients, si tu veux nous monter l'assiette devant nous. Alors, on a... Excusez, là. On a le lapin qui est cuit, là. OK. Alors, le lapin, d'abord, c'est un lapin au complet. On peut prendre soit le rable, seulement le milieu, là, la partie des côtes, là, puis laisser les cuisses puis les épaules. Mais moi, j'ai pris tout le lapin au complet. Tout le lapin au complet. Sauf la tête, parce que les gens n'aiment pas la tête. Et puis, je l'ai mis dans une casserole, comme ça. OK. Avec un peu d'huile, arrosé d'huile, salé, poivré, cuit au four, assez chaud, 400 degrés. 400 degrés. 400 degrés Fahrenheit ou 200 degrés Celsius. Pendant combien de temps? Pendant environ 3/4 d'heure. OK. Ensuite, je l'ai sorti. J'ai mis de l'échalote hachée, du vin blanc. Alors, ça peut être un Chablis, ou ça peut être un vin blanc de Bourgogne, ou ça peut être un vin blanc de chez nous, là. Mm-hmm. Et puis, échalote sèche, donc. OK. Vin blanc, et retourner au four. 15 minutes avant la fin de cuisson, on le remet au four. Ah, il retourne au four. OK. Et ensuite, on le ressort encore. Puis pendant la cuisson au four, là, mettons, pendant les 3/4 d'heure, on le retourne juste une fois. Pour qu'il colore vraiment d'un côté et ensuite qu'il colore bien de l'autre côté. D'accord. Ensuite, on délaie un peu de moutarde avec du vin blanc. Et on sale et poivré, là, si c'est pas tout à fait à notre goût. On rectifie l'assaisonnement. Et on le finit au four encore là, un petit quart d'heure, puis ça y est, ça donne un ça plat a l'air comme ça. délicieux. Alors, on va le dresser dans l'assiette. D'accord. C'est chaud, hein? Il faut dire que c'est du vrai lapin, prêt à manger, hein, il est chaud. Le lapin, d'ailleurs, c'est comme toutes les autres recettes, c'est disponible un peu partout, hein? Ça, on en trouve beaucoup. Bon. Il y a beaucoup de... Il y en a de plus en plus, je crois, d'ailleurs. Les gens qui élèvent du lapin. On en trouve aussi dans toutes les épiceries, là. Bon, on va mettre nos légumes. Est-ce que tes légumes ont macéré dans un produit quelconque? Non. Non, la semaine Juste passée, cuit, tes légumes étaient super bons. Ils sont juste cuits à l'eau bouillante salée. D'accord. On essaye de varier les formes et les couleurs. Est-ce que c'est comme certaines cuisines, des fois, est-ce que ce sont des légumes qu'on appelle semi-cuits ou c'est, tu sais, des fois... Croustillant? Croustillant ou non, pas nécessairement. Ça dépend des goûts de chacun. Il y a des clients qui aiment ça croustillant, il y en a d'autres qui aiment ça très cuit. Mais toi, qu'est-ce que tu préfères au niveau cuisine? Est-ce que tu préfères les légumes, servir les légumes croustillants ou... Moi, j'aime ça, oui, croustillant. Oui, croustillant. Faut pas abuser non plus, là. Faut que ce soit cuit, là. Faut que les dents passent au travers, là. Faut pas que ce soit... Non, d'accord. semelle de botte. Et on finit avec? Ben là, on va garnir, au lieu de mettre des pommes de terre, on va mettre des petits linguini au beurre. Bon. Comment c'est préparé, ça? Cuit à l'eau bouillante salée, encore là. Est-ce qu'on peut trouver ça partout? C'est pas du spaghetti, ça, là? Non, c'est des linguini, mais c'est semblable. On C'est pourrait semblable. prendre du spaghetti aussi. Oui, ça fera la même chose. Un peu de persil haché. Bon, ben chef, c'est très beau. On va déguster ça tout à l'heure. Nous, Jean-Pierre, on retourne à notre région de la Bourgogne, finir l'émission de cette semaine. Exactement, on Puis a on encore revoit- beaucoup à dire. On revoit le grand chef un peu plus tard. À tantôt.